c'est ce qu'on s'était entendu? Oui. Excellent. Très bien. Alors, 23. On va commencer parce qu'on est dans du temps compté et précieux. Alors, Manon Sauvageau, présidente de IBA Région de Québec, je veux simplement vous dire comment ça va fonctionner aujourd'hui. Alain Fortier sera le modérateur de la deuxième partie de la présentation. La première, on aura une présentation formelle. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, utilisez les Q&A dans OUVA et moi et Marie-Laure, nous serons les modératrices, en fait les panélistes qui pourront voir s'il y a des questions, là, si on a le temps de poser des questions du public. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Alain. Bonjour à tous. Bonjour, mon nom est Alain Fortier. Je suis conseiller en architecture d'entreprise chez Revenu Québec et aussi chargé de cours à l'Université Laval à la Faculté des sciences de l'administration. Aujourd'hui, il me fait plaisir de vous présenter Catherine Dufour et Youssef Benamar du SECAN, donc qui vont venir aujourd'hui vous parler de la démarche de conception des services qui est une initiative là, du SECAN, qui est au secrétariat du Conseil du Trésor. Donc, un élément qui va avoir un impact grandissant sur l'approche et la conception de nos services. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Catherine et Youssef. À vous. Bonjour tout le monde, Catherine Dufour. Je travaille donc au SECAN, qui est le Centre québécois d'excellence numérique, qui relève directement du secrétariat du Conseil du Trésor. Le SCT, c'est en fait un organisme central, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est entre autres responsable de la gouvernance des ressources informationnelles. Je suis au SECAN depuis sa création il y a 2 ans. J'ai collaboré avec Youssef pour mettre en place la démarche de conception de services dont on va vous parler aujourd'hui. Puis je la vis aussi, cette démarche-là, là, dans le cadre de certains projets dans lesquels je suis impliquée. Donc voilà, Youssef, je te laisse te présenter. Oui, bonjour tout le monde. Youssef Benamar, directeur adjoint de la conception de services numériques. En fait, comme Catherine l'a mentionné, j'étais porteur en fait de la mise en place de cette démarche-là avec une équipe exceptionnelle, je dirais. J'ai eu la chance d'accompagner plusieurs équipes et c'est la démarche qu'on utilise au SECAN pour toutes nos fondations en fait, numériques et pour nos initiatives qu'on fait aussi. Voilà. Donc, je vais partager mon écran. On va vous présenter le tout pendant une vingtaine de minutes. Puis après, avec le reste des panélistes, là, on pourra discuter de la démarche. Youssef, tu me confirmes qu'on voit l'écran? Oui. Super. Donc, l'objectif qu'on a pour la prochaine heure, c'est de vous présenter les particularités de la démarche de conception de services numériques gouvernementales. Aussi ses bénéfices, ses facteurs clés de succès, donc un peu tous ces éléments-là pour vous outiller, que vous soyez capable de mieux comprendre en quoi consiste la démarche, puis aussi vous inspirer, avoir des idées de qu'est-ce que vous pourriez ramener chez vous dans vos organisations, intégrer soit des parties de la démarche ou la démarche en entier. Elle a été publiée, cette démarche-là, il y a plus d'1 an, presque 2 maintenant, sur la vitrine numérique. Elle est notamment utilisée par le Centre québécois d'excellence numérique, qu'on va appeler SECAN pour le reste de la rencontre pour faire court. Donc, on l'utilise, comme le disait Youssef, dans le cadre de toutes les fondations numériques qu'on réalise. Elle est fortement recommandée d'application auprès de tous les ministères et organismes. Il y en a quand même certains d'entre eux qui nous contactent pour leur présenter la démarche, pour avoir des échanges, de l'accompagnement, pour voir de quelle façon est-ce qu'ils peuvent l'intégrer dans leur organisation ou pour nous faire aussi de la rétroaction sur la façon dont ils le vivent chez eux. La démarche, elle est en version bêta pour l'instant, ce qui veut dire qu'on s'attend à ce qu'elle évolue puis à ce qu'on l'améliore dans les prochaines années. Donc, cette rétroaction-là, elle est super importante pour qu'on puisse aller plus loin avec la démarche. À la fin de la rencontre, on va vous préciser à quel endroit est-ce que vous pouvez aller consulter la documentation en ligne sur la vitrine numérique. Puis, on va aussi vous laisser nos coordonnées. Donc, si vous avez de la rétroaction à nous faire, ça va nous faire plaisir de l'entendre. Le plan de présentation qu'on a, c'est tout d'abord de faire un bref retour sur la stratégie de transformation numérique gouvernementale et aussi la création du SECAN, parce que c'est vraiment de là qu'est née la démarche.
Ensuite, on va regarder cette démarche-là dans le détail, voir ses grands principes, passer dans chacune de ces phases pour que vous ayez une meilleure compréhension de la démarche. Donc, sans plus tarder, quelques mots sur la stratégie de transformation numérique gouvernementale. Elle a été lancée en mai 2019 et elle est portée par M. Éric Kerr, qui est notre ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale. Donc, ça lui donne quand même une certaine force dans sa mise en œuvre. La transformation numérique, c'est de transformer l'administration publique pour que ses services soient vraiment supportés par le numérique et qu'ils deviennent aussi plus rapides et intuitifs à utiliser par les citoyens. Une transformation numérique réussie, ça passe d'abord par l'humain, bien plus que par la technologie. C'est la raison pour laquelle notre stratégie, elle met vraiment là, en son centre les citoyens et les employés de l'administration publique pour atteindre ces objectifs. Donc, d'un côté, ce qu'on veut, c'est que l'administration publique adapte ses relations à la réalité des citoyens et aussi que l'administration publique transforme ses façons de faire pour qu'elles deviennent plus innovantes, efficientes et transparentes. Donc, ce sont les deux grandes orientations qu'on retrouve au sein de la stratégie et autour desquelles s'articule le reste des ambitions et des cibles de cette stratégie-là. Excusez-moi. C'est le secrétariat du Conseil du Trésor qui est responsable de sa mise en œuvre. Il est notamment déjà responsable de la gouvernance des ressources informationnelles. Puis, le STT coordonne aussi les efforts de transformation à travers toutes les organisations gouvernementales. Donc, c'est en fait une responsabilité partagée parce que chaque organisme public doit se doter d'un plan de transformation numérique et en rendre compte auprès du STT. Et il doit aussi s'assurer de tout mettre en œuvre pour atteindre les cibles qui sont énoncées dans la stratégie. Donc, c'est vraiment un effort collectif pour s'assurer d'atteindre tous nos objectifs avec cette stratégie-là. Le gouvernement aussi a voulu mettre toutes les chances de son côté et a créé certaines nouvelles entités pour faciliter la transformation, notamment le SECAN, qui a été créé en juin 2019, donc peu après le lancement de la stratégie. Le SECAN a pour mission de faciliter et d'accélérer la transformation numérique gouvernementale. Donc, c'est une entité qui y est pleinement dédiée. Parmi nos objectifs, ce qu'on veut faire notamment, c'est de favoriser l'utilisation de composants communs au sein du gouvernement. Donc, c'est la raison pour laquelle on réalise des fondations numériques qui pourront être intégrées ou réutilisées par l'ensemble de la communauté. On veut aussi développer la culture du numérique au sein du gouvernement. Donc, on disait que l'humain est vraiment au centre de cette transformation-là. Donc, la culture est très importante. On veut faciliter la mobilité des données puis l'intégration entre les systèmes gouvernementaux. Ce que ça veut notamment dire, c'est que lorsqu'un citoyen va partager une donnée à une entité gouvernementale, bien ensuite, cette donnée-là pourra être échangée au sein du gouvernement pour que le citoyen n'ait à la partager qu'une seule fois. Et aussi, dans toutes ces interactions, plutôt que d'interagir de façon individuelle avec chacun des ministères et organismes, le citoyen va avoir l'impression d'interagir avec son gouvernement de façon unique. Donc, on travaille là-dessus. On veut aussi mutualiser les idées innovantes en favorisant le partage, la collaboration au sein de l'écosystème. Puis, finalement, on veut créer de la valeur en mettant en place des nouvelles méthodes. Donc, c'est vraiment là où vient s'inscrire la démarche de conception de services qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, c'est vraiment pour répondre aux ambitions, aux orientations de la stratégie de transformation et aussi parce que ça s'inscrit directement dans la mission du SECAN que la démarche de conception de services a été mise en place. Elle s'inspire de ce qui se fait dans certaines administrations publiques à travers le monde qui sont quand même déjà très avancées en transformation numérique, notamment le Royaume-Uni, l'Ontario, la Colombie-Britannique. Et bien sûr, on a adapté la démarche à notre contexte québécois, notamment à notre encadrement légal en matière de ressources informationnelles. Dans les prochaines diapos, je vais vous parler des 5 grands principes de la démarche. Ce sont des éléments qu'on doit toujours avoir en tête quand on applique la démarche de conception de service. Ce sont vraiment ces éléments distinctifs qu'on doit fortement souligner et s'assurer de respecter pour avoir de belles réussites.
Donc, je vais vous présenter chacun de ces éléments-là un par un pour prendre le temps de vous les expliquer. C'est important d'entrée de jeu de mentionner que la démarche, elle a été conçue pour réaliser des services qui sont numériques, mais elle pourrait aussi être réutilisée dans le cadre de la conception d'autres services plus traditionnels. Puis, les grands principes que je vais vous énoncer devraient aussi être à la base d'une application dans d'autres types de services. Alors, principe numéro 1, la participation des utilisateurs finaux, qu'ils soient internes, donc on pense à nos employés au sein de nos organisations, ou externes, donc les citoyens ou les entreprises qu'on dessert par nos services. On veut s'assurer, dans le fond, que cette participation-là, elle se fasse à chacune des étapes de la démarche, dès le début. Pourquoi? Parce qu'on cherche à bien comprendre les besoins de nos utilisateurs, ce qui va nous permettre de nous assurer d'avoir une plus grande utilisation de nos services parce qu'on va répondre à des besoins réels de nos utilisateurs et aussi, ça va permettre de faire le bon choix parce qu'on va amener l'équipe de projet à se questionner davantage, à valider des options auprès des utilisateurs pour sélectionner ce qui a la plus grande valeur pour eux. Le deuxième grand principe qui est important, c'est la réalisation d'expérimentations et de prototypes. Donc, le prototypage, c'est un modèle préliminaire, soit du service ou d'une partie du service, qui permet à l'utilisateur de comprendre, puis aussi d'interagir pour nous permettre de mieux comprendre ses besoins, les écueils, etc. Donc, ça peut être un prototype, un simple croquis sur papier, ça peut être une maquette schématique, ça peut être supporté par le numérique, donc ça peut prendre différentes formes. L'expérimentation, quant à elle, c'est davantage technologique. Donc, l'idée, c'est d'expérimenter les technologies en jeu dans le projet pour permettre à l'équipe d'avoir une meilleure montée en compétences, puis aussi de réduire le risque en réalisation. Donc, tout ça, on le fait pour réduire le risque en réalisation. On le fait donc en amont. On trouve nos surprises très tôt dans le projet, donc ça nous permet d'avoir moins de risques à gérer. Troisième grand principe, la conception d'un produit minimum viable qu'on appelle le PMV. Le PMV, en fait, c'est une version de notre service qui est très simplifiée, dans laquelle on va avoir choisi uniquement les fonctionnalités qu'on juge obligatoires pour répondre aux besoins de nos utilisateurs et qui vont livrer quand même une valeur. De travailler avec un PMV, évidemment, ça va impliquer qu'on devra ensuite faire de l'amélioration continue pour venir bonifier notre PMV d'autres fonctionnalités, livrer davantage de valeur et aussi utiliser la rétroaction de nos utilisateurs pour bonifier leur expérience. Quatrième grand principe, la mise en place d'une équipe multidisciplinaire et aussi de la co-création. Donc, l'équipe multidisciplinaire, elle va permettre de briser les silos, puis aussi d'intégrer toutes les nouvelles compétences qui sont nécessaires à la démarche. Je pense par exemple à intégrer les gens du volet affaires, avoir des experts en agilité, des experts en expérience utilisateur, des gens qui maîtrisent les nouvelles technologies qui sont en jeu. Donc, tout ça va favoriser les chances de succès de la démarche, puis aussi nous permettre d'avoir une plus grande synergie. La co-création, c'est de mettre plusieurs organisations ensemble qui vont concevoir le service parce qu'elles ont des besoins communs. Donc, elles vont pouvoir partager les connaissances qu'elles ont chacune dans leurs organisations, partager les risques, partager les coûts. Donc, encore une fois, dégager de plus grands bénéfices. Donc, c'est vraiment une pratique qu'on recommande fortement. Le cinquième et dernier grand principe que je vous expose cet après-midi, c'est de mettre à profit les bonnes pratiques de l'agilité. On veut s'assurer que à la fois notre équipe et les gestionnaires qui vont encadrer le projet vont avoir de bonnes connaissances de l'agilité. Ce sont des approches essentielles là, pour avoir une application réussie de la démarche. Donc, ça va nous permettre, par exemple, de s'assurer de focusser sur la satisfaction des utilisateurs, la livraison régulière de valeur, l'amélioration continue, la collaboration, la simplicité, le respect des engagements, toutes des valeurs clés pour la réussite de la démarche. Donc, de façon générale, comme on va livrer de façon itérative et qu'on va impliquer nos citoyens, nos utilisateurs à chacune des étapes,
on va éviter de vivre des changements importants très tard dans le projet et donc limiter les chances d'avoir des dépassements de coûts ou de délais très importants. Vous pouvez aussi trouver sur la vitrine numérique les 18 bonnes pratiques numériques gouvernementales qui devraient nous inspirer autant dans nos projets que dans nos activités de transformation numérique. Il y a plusieurs de ces bonnes pratiques-là qui se recoupent avec la démarche de conception de service et les principes que je viens de vous énoncer ici. Et donc, ils sont très liés, là, la démarche et l'utilisation de ces bonnes pratiques-là. Donc, je vous invite aussi à aller en prendre connaissance sur la vitrine. On va vous rappeler où sont les liens là, à la fin de la rencontre. Maintenant que vous connaissez bien les grands principes, je vais vous présenter à haut niveau la démarche, qui est composée de cinq grandes phases qui sont illustrées par les 5 grands cercles que vous voyez à l'écran. Ces phases-là s'imbriquent, c'est important de le mentionner, là, elles s'imbriquent au sein des étapes et des phases qui découlent de la loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles, la LGGRI, que peut-être certains connaissent sous le nom de loi 135. Donc, chacune des phases va nous permettre de répondre aux exigences de la loi, mais plus que ça, on va bonifier ces exigences-là avec des nouveaux éléments qui vont nous assurer d'avoir un meilleur succès dans la conception de nos services. Donc, je vous les présente une par une. La première, c'est la phase préparatoire. Ça se veut une phase courte qui vise à réunir les conditions gagnantes de notre projet. Donc, on va vouloir aussi identifier tous les facteurs d'accélération qu'on peut déclencher dans notre projet pour s'accélérer, faciliter notre travail. Et on s'assure donc de pouvoir démarrer la prochaine phase à plein régime. La deuxième phase, c'est la phase découverte qui va nous permettre de répondre à la question « à quels besoins devons-nous répondre ?» Donc, on veut avoir une compréhension claire et précise des besoins et on veut aussi explorer les solutions potentielles. Cette phase-là correspond à l'étape d'avant-projet qui découle des exigences de la LGGRI. Et au terme de la phase découverte, on va avoir en main un dossier d'opportunité. La phase suivante, on l'appelle la phase alpha. C'est là où on va identifier la solution qui va nous permettre de répondre aux besoins, puis on va aussi confirmer quel va être notre PMV, notre produit minimum viable. Ça correspond à la phase planification et au terme de la phase alpha, on va avoir un dossier d'affaires entre les mains. Ensuite, ça va nous mener à la phase bêta. La phase bêta, c'est la phase où on livre, donc une version entièrement fonctionnelle du PMV qu'on aura identifié. Ça correspond à l'exécution et aussi à la fin de ce qu'on appelle notre projet. Ensuite, on va tomber en mise en service, qui est une phase qui va se faire en continu tout au long de la durée de vie de la solution, du service, et qui va nous permettre d'assurer qu'on l'améliore en continu. Donc, on va pouvoir venir bonifier avec des fonctionnalités qui répondent, qui vont donner davantage de valeur à nos utilisateurs, utiliser la rétroaction pour bonifier leur expérience. Donc, tout ça se fait dans la mise en service. On voit que les phases sont imbriquées les unes dans les autres. Donc, c'est important de mentionner, en fait, la raison pour laquelle on l'illustre de cette façon-là. Les phases ne devraient pas se faire en silo. Ce qu'on veut, c'est vraiment que tout au long du cheminement d'une phase à l'autre, dans le fond, on construit notre service et ça se fait de façon itérative jusqu'à ce qu'on ait notre PMV, puis après ça, on continue à l'améliorer. Et maintenant, je vais passer la parole à Youssef qui va continuer avec vous et qui va reprendre chacune de ces phases-là un petit peu plus dans le détail. Merci Catherine. Donc pour la suite, je vais expliquer un peu les éléments clés à retenir pour chacune des phases. Donc pour la phase préparatoire, elle débute après la réception d'une commande. Autrement dit, nous sommes autorisés à travailler sur le mandat. Donc cette phase, elle consiste principalement à mettre en place tous les éléments nécessaires à la réalisation et à la réussite du projet. Par exemple, mettre en place une structure de gouvernance pleinement agile et qui réduit, par exemple, au maximum les paliers de validation. Il faut constituer une équipe multidisciplinaire qu'on appelle une équipe noyau qui va travailler sur les différentes phases. L'équipe doit être dédiée et engagée à réaliser l'énoncé de demande. Cette équipe doit avoir un environnement de travail, qu'il soit physique, virtuel ou hybride, qui facilite la collaboration. Une équipe colocalisée.
Évidemment, dans le contexte du Covid, on peut oublier pour le moment cet aspect-là, mais l'idée, c'est d'avoir des outils, même en virtuel, les outils de collaboration qui facilitent la collaboration de cette équipe-là. Cette équipe doit avoir, pardon, dans le fond, cette équipe de plus, elle doit avoir un environnement technique qui permet d'accueillir les explorations, les expérimentations à réaliser à la phase découverte, comprenant les équipements nécessaires. L'environnement doit être isolé, favorisant l'autonomie des personnes afin de ne pas interférer avec les réseaux de l'organisation. Après avoir constitué l'équipe, il faut les former ainsi que leurs gestionnaires sur la démarche et l'agilité et le mode de fonctionnement qui sera utilisé. Il est important d'identifier les différentes parties prenantes, notamment les utilisateurs finaux, qui sont déjà au centre des considérations à cette étape-ci. À cet égard, il faut déterminer une stratégie pour les impliquer en phase découverte afin d'accélérer la réalisation de ces actions. Par exemple, si dans votre stratégie, vous trouvez utile de consulter les citoyens, alors il faut déterminer dans cette étape de quelle façon vous allez identifier et les rejoindre, de quelle façon vous allez les identifier dans le fond et les rejoindre. Cela implique aussi les co-créateurs, donc les organismes avec lesquels on va co-créer. Le livrable de cette phase est un énoncé de mandat qui rassemble un peu toutes les informations nécessaires pour avoir une compréhension commune du projet et donc il détermine le carré de sable sur lequel le projet ou l'équipe va travailler. Ça veut dire les objectifs, la situation cible, les bénéfices, la portée, les enjeux et les contraintes, etc. En bref, cette phase nous a permis de rassembler toutes les conditions gagnantes pour pouvoir démarrer la phase découverte sans embûche. C'est une phase, je dirais, charnière à ne pas négliger. La durée cible de cette phase, c'est environ 2 semaines, évidemment dans un contexte, une organisation qui est déjà une structure de gouvernance déjà mise en place. Pour la phase découverte, elle comprend 3 grandes étapes qui mèneront à la rédaction d'un dossier d'opportunité permettant de justifier l'investissement. La première étape, c'est d'avoir une compréhension claire et précise des besoins, définir les objectifs d'affaires et énoncer les exigences. Pour ce faire, il faut mener une recherche auprès de l'utilisateur final. Il est important que la recherche utilisateur et les besoins qui en découlent soient en avant un drive quasiment la recherche de la solution. Ne pas présumer ou se mettre à la place du client, mais plutôt le rencontrer. La deuxième étape, c'est d'explorer les solutions potentielles permettant une décision éclairée. La compréhension des besoins et les définitions des exigences permettront d'explorer les solutions d'affaires et technologiques potentielles. Cette exploration peut se faire par le biais d'une veille, d'un avis d'appel d'intérêt, d'une expérimentation, etc. L'objectif est de recenser les initiatives comparables en restant ouvert et en s'imposant le moins de balises et de limites possibles. Tel qu'énoncé par Catherine, dans les principes directeurs, ces expérimentations sont essentielles dans le cadre de la démarche, puisqu'elles permettent de réduire les risques, d'identifier les facteurs de succès en amont et à assurer la montée de compétences de l'équipe. Elles contribuent grandement ainsi à une prise de décision éclairée quant à la solution à retenir. La troisième étape, c'est de préciser la portée du projet et assurer une compréhension commune. La recherche utilisateur et les explorations de la solution ont permis d'élargir les horizons de l'équipe et de s'ouvrir à des idées innovantes et émergentes. En termes de cette phase, toutes les informations recueillies ont permis de converger vers une portée mieux définie et un nombre limité de solutions à évaluer en phase alpha. Ces éléments seront basés sur une compréhension claire et commune des besoins à répondre. Ainsi, le prototype à réaliser en phase alpha peuvent dès lors être identifiés. Donc, la justification de l'investissement est basée notamment sur les 3 éléments que je viens vous présenter, qui doivent être intégrés dans le dossier d'opportunité. La durée cible qu'on vise pour le dossier d'opportunité, d'une envergure moyenne, est d'environ 3 itérations de 3 semaines, à peu près 9 semaines. Donc, la phase se conclut par l'approbation du dossier d'opportunité et l'autorisation du début de la phase alpha, qui coïncide avec le dossier d'affaires. Donc, il faut synchroniser la fin du dossier d'opportunité
avec la date d'autorisation afin d'éviter les différents délais. L'objectif, c'est d'avoir une continuité entre les phases, éviter les coupures, et l'équipe doit rester pour préparer le début de la prochaine phase s'il y a un léger délai en attendant les autorisations. Pour la phase alpha, elle est étroitement liée à la phase découverte. L'objectif est de présenter aux décideurs, par le biais d'un dossier d'affaires, le résultat de la démarche de recommandation de la solution. Je vais parler des éléments distinctifs qu'amène la démarche à cette phase. Principalement, en fait, le prototypage. Il détermine le produit minimum viable et sa faisabilité. Le prototype peut être construit pour l'ensemble de la solution ou seulement une ou plusieurs composantes. Il peut aider à préciser certains concepts ou lever des ambiguïtés. Il aide à choisir la meilleure solution à recommander. Bien que le prototype peut se limiter à un croquis ou une maquette, les expérimentations peuvent mener l'équipe à être capable de produire des prototypes basés sur les technologies envisagées. Le prototype, tout comme l'expérimentation, il permet d'atténuer les risques en réglant les problèmes soulevés dès leur apparition, d'éviter les changements coûteux lors des mises en production, de s'assurer de la faisabilité technique de la solution, de mettre en confiance les décideurs en voyant les idées en action. Un autre élément est distinctif, c'est le PMV, le produit minimum viable. Comme énoncé dans les grands principes, ce dernier est constitué des exigences obligatoires qui répondent aux exigences d'affaires et aux besoins des utilisateurs à offrir de la valeur. Il faut aussi établir la stratégie d'acquisition des éléments nécessaires à la réalisation de la solution. Les éléments nécessaires à la mise en œuvre de la solution en phase bêta doivent être réfléchis en amont afin d'éviter tous les délais indésirables. Justement, à la rédaction du dossier d'affaires, on peut déjà, durant cette phase-là, débuter les travaux concernant, mettons, l'appel d'offres s'il y en a, et garder l'équipe mobilisée et accélérer à la phase bêta. La publication, par contre, de l'appel d'offres se fait après l'autorisation. La phase se conclut par l'approbation du dossier d'affaires et l'autorisation du début de la phase bêta. Il faut s'assurer que l'équipe noyau poursuit les travaux à la prochaine phase et effectuer le transfert de connaissances à l'équipe qui va s'élargir, notamment pour conserver les mêmes orientations qui ont été prises. La durée cible de cette phase, selon l'envergure du projet, est d'environ 4 à 8 itérations. Maintenant, pour la phase bêta, elle permet de livrer une version entièrement fonctionnelle du produit minimum viable, qui répondra adéquatement et rapidement aux besoins des utilisateurs finaux. Il s'agit de la fin du projet au sens de la LGGRI, la loi sur la gouvernance de la gestion des ressources informationnelles. Lors de cette phase, l'équipe doit préparer le carnet par ordre de priorité. Elle va détailler l'architecture de la solution fidèlement aux orientations du dossier d'affaires. Il est important de se concentrer sur la valeur à livrer et de travailler en itérative et incrémentale pour livrer le produit minimum viable. Avant la fin de cette phase, il faut bien préparer la transition vers la phase de mise en service en identifiant les membres de l'équipe qui vont poursuivre à la phase de mise en service. La durée de cette phase est selon l'envergure du projet, mais l'idée là-dedans, c'est de livrer de la valeur rapidement à l'utilisateur final. Et la dernière phase, la phase mise en service, elle permet d'améliorer le service en continu. C'est la phase de l'exploitation. Le principal résultat attendu est un service continuellement amélioré en fonction des besoins des utilisateurs finaux et des évolutions technologiques. Il faut s'assurer que l'équipe mise en place est prête à maintenir et à améliorer le service. L'amélioration du service se base sur une rétroaction continue des utilisateurs finaux et la surveillance de l'état du service. Ça conclut la présentation, donc je tiens à vous remercier pour votre attention. On sait que nous avons partagé beaucoup d'informations dans les alentours de 25 minutes. C'est une information très cadencée, donc nous vous invitons à prendre le temps d'assimiler toutes les nouveautés qu'on vous a partagées et évaluer ce qui pourrait être intégré dans votre organisation.
C'est une version bêta, comme Catherine l'a dit, donc elle est là pour évoluer. Vos commentaires sont les bienvenus. Vous pouvez accéder à l'information concernant la démarche dans la vitrine numérique publiée sur québec.ca. Le lien il est inscrit en bas complètement de notre conférence sur la plateforme de l'événement. Vous pouvez également nous partager vos commentaires au courriel secon@commercial.sct.gouv.qc.ca. Je te passe la parole à Alain. Dans un premier temps, merci beaucoup Catherine et Youssef. Une présentation fort intéressante qui va alimenter beaucoup de discussions. Fort de cette présentation-là que nous avons déjà eue, nous avons constitué un panel de personnes qui vont venir aborder avec vous des questions. Et comme a été si bien dit par Manon précédemment, s'il y a des questions qu'on n'a pas eu le temps de couvrir pendant le panel, il va être possible pour les gens du séquent de vous répondre. Donc, sans plus tarder, je vous présenterai Héloïse Rochefort de la CEPAC et aussi Marie-Laure Nélaton, qui est avec nous, et Manon Sauvageau aussi, qui va revenir aussi pour alimenter justement cette discussion-là. Donc, sans plus tarder, je demanderai à chacune des participantes de se présenter. Je commencerai peut-être par Héloïse. Au micro. Ah, donc on va peut-être passer par Marie-Laure. Marie-Laure? On ne t'entend pas, Marie-Laure? Ça fonctionne de mon côté. Je peux y aller, Alain. Ah, OK, parfait. Excellent. Donc, merci pour l'entrée en matière. Donc, Héloïse Rochefort, actuellement, j'œuvre comme chargée de projet à la CEPAC, plus particulièrement, entre autres, disons, sur la coordination du programme de transformation numérique. Donc, aujourd'hui, sur le panel, je suis avec vous, évidemment, pour partager comment ça se passe chez nous, cette démarche de conception de services numériques qu'on vit bel et bien. Mais aussi, j'aimerais partager avec vous, là, je vais baser mes interventions sur une de mes passions, qui est l'humain. Plus particulièrement, là, je vais probablement vous parler d'agilité émotionnelle à travers mes réponses. Excellent. Héloïse, j'aimerais la parole à Marie-Laure. Ou Marie-Laure. Oh, elle n'a pas l'air très vivante. Hein? Manon, je te reviens. Toi, de ton côté, est-ce que tu veux brièvement te présenter juste pour que tout le monde... Merci, Alain. Je ne pouvais pas... Est-ce que vous m'entendez? Le son est un peu assuré. Enfin, on peut... je vais poursuivre, Marie-Laure. Peut-être on va refaire des tests. Alors, Manon Sauvageau, je suis architecte, conseillère en architecture d'affaires et leader de la pratique d'expérience client chez Alicia. Vous m'entendez? Oui. Dans un film de science-fiction, Marie-Laure, ce serait très intéressant, mais aujourd'hui, c'est difficile. Oh, Marie-Laure nous a quittés. Et Manon aussi, tu es présidente aussi de l'IIBA Région de Québec. Merci de nous avoir reçus. C'est très apprécié. Moi, j'ai personnellement pu assister à quelques conférences, puis c'est vraiment félicitations. Merci Alain. Puis moi ici, l'angle que je veux représenter, c'est bien sûr là, celui des analystes et architectes et tous ceux qui sont intéressés à l'analyse d'affaires, la position par rapport à la démarche. Parfait. Donc, sans vous mettre sur le grill, je vais donner la parole à Héloïse. Je sais que toi, tu avais cet angle des valeurs sous-jacentes à cette démarche-là. On a parlé vraiment d'approche structurée, mais toi, tu avais des questions au niveau des valeurs sous-jacentes à cette démarche-là. Héloïse? Oui, effectivement. En fait, dans un premier temps, j'aimerais ça soulever le simple fait que, puis Catherine l'a légèrement mentionné, on a parlé de valeurs. Le fait de vivre en cohérence avec ses valeurs au travail, c'est la motivation la plus reconnue. Donc, c'est une motivation majeure en termes de performance au travail. Donc, aujourd'hui, c'était important pour moi de vous parler de la valeur qui ressort le plus. Puis, je ne sais pas si vous avez été attentif et vous l'avez entendu, c'est un mot qu'on a répété plusieurs fois au cours de la présentation.
la collaboration. Ce grand mot, ce mot qui peut parfois porter à un peu de retenue. Mais disons que je crois que la valeur qu'est la collaboration, pas seulement une collaboration en termes conventionnels, là, de type compromis, on s'assoit autour de la table et on collabore pour planifier quelque chose. Une collaboration vraiment dans l'ouverture où on accepte d'avoir des points de vue divergents, où on accepte qu'effectivement, on travaille dans des équipes qui sont multidisciplinaires. Donc, nécessairement, les perspectives, les points de vue vont être différents. Puis, je pense que ça va être une clé de partager cette valeur-là au sein des organisations pour réussir vraiment à aller chercher les bénéfices de la démarche proposée. C'était mon point de vue pour les valeurs. Bien, tout à fait, Loïse. Je pense que ce que tu as mentionné, on le vit nous aussi dans les projets qu'on réalise, toutes les fondations numériques. C'est sûr que ça amène au début un clash d'avoir à collaborer avec des nouvelles expertises, les prendre en considération. Donc oui, ça demande beaucoup d'ouverture. Il faut être prêt à collaborer. Puis le facteur co-création aussi avec d'autres OP amène tout un autre aussi volet où là, c'est plusieurs organisations qui vivent, qui ont des façons de faire différentes et tout ça. Donc, ça demande aussi une ouverture d'esprit puis beaucoup faut être prêt à collaborer. Oui. Parfait. Ben, on a Marie-Laure qui est de retour. Marie-Laure, est-ce que tu peux te présenter? Ah, donc Marie-Laure ne peut pas se présenter. Mais je sais que Marie-Laure voulait apporter la partie de l'appui de la haute direction dans une démarche comme telle là, qui est proposée. Je sais que dans la plupart des présentations ou quand on va nous proposer des projets comme ça, on nous demande toujours d'avoir l'appui de la haute direction, ce qui semble redondant et d'une certaine évidence, mais qui est quand même crucial pour réussir ce genre de projet-là. De votre côté, Catherine et Youssef, je voudrais vous entendre, vous, comment vous anticipez ou comment vous voyez cet appui-là de la haute direction? Vas-y. Vas-y, Youssef. Non, vas-y, Catherine. Bien, je pense que c'est sûr que c'est un facteur clé de succès, d'avoir une direction qui s'engage à vouloir faire vivre la démarche au sein de l'organisation, à donner tout l'appui nécessaire aux équipes pour que de nouvelles équipes se mettent en place, pour que de nouvelles pratiques se passent. C'est sûr que c'est un grand facteur de succès. Par contre, ce n'est pas toujours possible. Donc, c'est là où va entrer en jeu autre chose. Donc, peut-être via les gens qui ont envie de la vivre, cette démarche-là, de vivre ces valeurs, de vivre des changements, mais de l'amener au sein des équipes, des petits changements qui peuvent être mis en place. On pense par exemple on met une grande place autour du citoyen, de l'utilisateur final, d'aller le concerter. Donc, peut-être dans les façons de faire de la recherche, de s'assurer de ne pas se mettre à la place de l'utilisateur, mais de prendre le temps d'aller les consulter, de faire des entrevues, de vraiment discuter pour bien comprendre le besoin. C'est le genre d'action qui découle de la démarche, puis qui peut être fait par l'équipe de projet sans nécessairement occasionner de grands changements, qui peut démontrer aussi des bénéfices importants qui vont amener notre gestion à vouloir aller de l'avant et essayer de nouvelles choses. En fait, j'ajusterais aussi, en fait, l'équipe a aussi un contrôle que souvent, il n'est pas très bien, je dirais, il n'est pas bien pris en considération, dans le sens qu'on a plus de contrôle qu'on le pense. Donc, on peut amener des changements petit à petit par des petites équipes et l'amener par, je dirais, des changements qui sont plus gagnants et montrer l'exemple. Pour aider un peu à l'adhésion, à la rigueur, s'il y a des freins, amener à l'adhésion de la haute direction. Donc, si je comprends bien, tu proposes une approche aussi qui serait peut-être évolutive, itérative, en commençant avec un petit groupe, un noyau plus dur. C'est sûr que lorsqu'il y a un exemple par des projets gagnants, c'est sûr que ça aide. C'est sûr.
Parfait. Puis c'est ce qui nous amène, là, quand on parle de ça, là, on parle de qualité humaine. Qu'est-ce qu'on s'attend des gens qui participent dans ces choses-là? Je sais qu'Héloïse, tu avais des vues là-dessus à partager. Oui, effectivement. Je ramène toujours les discussions, c'est naturel. Je ramène les discussions à l'humain. Qu'est-ce que les humains dans cette démarche-là ont à développer comme qualité? Parce qu'on le sait, je pense qu'on le vit là, actuellement. La seule chose qui est constante, c'est que ça change. Fait que c'est certain que notre résilience, on la travaille. Toutefois, j'ai vraiment une croyance qu'on a des compétences humaines, là, des qualités humaines pour nous permettre d'aller puiser dans la co-création, l'intelligence collective. Puis, j'ai le goût de parler de courage. Parce que là, on parle d'itération, on parle de prototype, on parle d'aller chercher les points de vue de différentes personnes. Mais ça veut aussi dire que ça sera peut-être pas en accord avec nous, ce qu'on croyait. Fait que ça prend du courage pour accepter de dire « Ah, finalement, j'avais peut-être pas raison. » Ça prend du courage aussi pour faire une itération puis se tromper. Ça se peut qu'on se trompe plus souvent. Puis c'est peut-être nouveau pour nous de faire ça. Même chose pour le prototypage. Donc, j'ai l'impression que ce concept de courage-là, ben pourquoi pas se l'approprier dans le cadre de la démarche. Puis c'est quelque chose qui est bien professionnellement, oui, mais personnellement, je pense pas qu'il y a personne qui peut se dire c'est mauvais d'avoir du courage. Qu'en pensez-vous? J'aimerais ça peut-être entendre Manon, je te vois opiner du bonnet. Ben, en fait, j'entends courage, mais j'entends aussi responsabilisation. Là, qu'on est tous responsables de la recette, en fait, puis du succès de cette démarche-là. Puis moi, j'amènerais aussi la perspective là, de l'analyste d'affaires ou de l'architecte d'affaires qui est au cœur de en fait, qui est porteur. Moi, c'est vraiment, quand j'entends la démarche, j'entends beaucoup les besoins. Les besoins que moi, à titre d'architecte ou d'analyste, je vais aller chercher, puis je dois m'inspirer de cette démarche-là pour aller les chercher auprès des utilisateurs, des citoyens, là, dans le cadre d'un projet d'un ministère ou d'un organisme. Et puis, je pense qu'on ne doit pas seulement attendre que la démarche vienne d'en haut, mais nous, à titre d'architecte, là, qu'on est vraiment architecte d'affaires, analyste d'affaires, qu'on est vraiment chargé de projet, que tous, en fait, toute l'équipe là, soit des parties prenantes pour aller chercher cette voie-là. Je pense pas qu'il y ait d'endroits où commencer. Je pense à des exemples de d'autres, British Columbia Service Design Playbook, qui dit où commencer, ben c'est commencer partout. Fait que je pense qu'on peut, nous, là, de la communauté d'analyse d'affaires, très bien identifier où est-ce qu'on pourrait aller chercher une partie de la démarche puis venir la planter, l'installer là, dans nos différents projets. Fait que ça serait ce que j'aurais à dire, moi, Alain. Je pense que ça nous interpelle. Puis c'est pour ça qu'on est allé chercher une intervention, là, Catherine, Youssef et vous, là, le panéliste, parce que on trouvait ça important de vous entendre parce que ça vient vraiment changer notre réalité, la réalité de notre pratique. Puis je crois que le IIBA, le BABOK, va devoir un jour être écrit, puis un jour prochain, pour intégrer là, l'expérience client dans le recensement des besoins des clients. Tout à fait, tout à fait. Puis là, j'entends dans les discussions qu'on a, on parle de readiness, comment l'organisation est prête justement à s'engager dans cette démarche-là. Je ne sais pas, Héloïse, de ton côté, est-ce que tu as quelque chose à amener sur cette capacité-là de l'organisation d'être prête? Puis après ça, on ira vers les gens du SECAN. Je crois que j'ai le goût de faire un peu de pouce sur ce que Manon vient de dire dans un sens de readiness pour répondre à ta question, parce que je crois qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact de l'individu à travers la mise en place de cette démarche-là ou des principes de la démarche. Fait que j'ai l'impression que, oui, on peut avoir un support au niveau de la gouvernance, mais d'abord et avant tout, s'il y a des pratiques qui font du sens pour vous, qui vont vous permettre de mieux répondre aux besoins des utilisateurs, bien, écoutez-vous puis faites-vous confiance là-dedans, parce que je pense que d'abord et avant tout, c'est un readiness personnel qu'il faut cultiver. Puis ça va inspirer les gens autour naturellement. Ouais.
En effet. Je suis heureux d'en voir. Je vois que Youssef veut s'engager. Vas-y, Youssef. En fait, j'ajouterais là-dedans, en termes d'analyste, architecte, comme on a parlé au début de la présentation, une équipe multidisciplinaire, une équipe noyau. Donc, ils font partie de cette équipe-là et ils sont là dans toutes les phases. Donc, ils participent du début jusqu'à la fin, même à la mise en service. Donc, ils sont au cœur de toutes les décisions qui sont prises. Par rapport au readiness, si je peux me permettre d'ajouter, nous, on l'a vécu aussi au SECA. On a été créé en même temps qu'on appliquait la démarche de conception de service. Fait que c'est sûr qu'on ne pouvait pas cocher toutes les cases en partant avec notre premier projet, notre première fondation numérique. Donc, c'est certain qu'on s'est trouvé à appliquer en quelque sorte la démarche de façon itérative. Et à chaque fois qu'on amenait un nouveau projet, une nouvelle fondation numérique, puis qu'on repassait par une phase, bien là, on avait des apprentissages. Puis on pouvait se permettre d'ajouter puis d'aller un petit peu plus loin dans certains facteurs. Fait qu'au premier coup, ben, on n'avait pas, notre laboratoire d'expérience utilisateur qui était prêt. Fait que on s'est rattrapé un petit peu plus tard. Mais le deuxième coup, on était prêt, on savait qu'est-ce que ça nous prenait. Ensuite de ça, ben, au début, on n'avait pas un laboratoire d'expérimentation qui était pleinement monté et qui nous permettait de facilement aller expérimenter de la technologie. On l'a fait un petit peu en raccrochant des bouts à gauche, à droite. Quand on est passé la deuxième puis la troisième fois, là, on avait eu l'occasion de se monter davantage en compétences, d'avoir l'environnement qui était prêt pour nous aider et pour nous supporter. Donc, à chaque fois qu'on repasse par une phase avec un projet, ben, on est meilleur, on rajoute des points, puis on gagne davantage de succès dans l'application de la démarche. Donc, c'est quelque chose, je pense aussi, qui peut se faire de façon itérative, puis qui permet à l'organisation de le prendre de bouchée par bouchée, plutôt que de le voir comme un éléphant. Tout à fait. Puis, si on pourrait faire un parallèle avec le Hype Cycle de Deloitte, depuis tantôt, on parle de cette montée-là, de cet intérêt-là. Mais quand on va aller vers cette phase-là de désillusion où ça va manquer un peu d'intérêt, comment quelqu'un qui fait de l'analyse d'affaires, qui soit analyste d'affaires, conseiller en architecture d'affaires ou en conseiller en architecture d'entreprise, maintenant, comment tu vois qu'il peut garder le feu sacré autour d'une telle pratique? Désolée, là, je suis sur des problèmes techniques. Est-ce que tu peux répéter la question? Excuse-moi. C'est de dire, là, depuis tantôt, on parle de cette montée-là en intérêt, toute cette volonté-là. Là, on est au début du rêve, là, tout va bien, mais comme le Hype Cycle de Deloitte, on va tomber dans cette phase de désillusion où l'intérêt va peut-être être moins là. Quel rôle quelqu'un qui fait de l'analyse d'affaires, que son titre soit analyste d'affaires, conseiller en architecture d'affaires ou conseiller en architecture d'entreprise, comment il peut attiser puis garder justement cet intérêt-là dans l'organisation? Je pense qu'ici, là, on parle de valeur. C'est la valeur. En fait, ce qui est extrêmement stimulant dans des projets qui intègrent cette démarche-là, c'est la valeur qu'on livre. Et la valeur, à qui on la livre aux citoyens. En fait, là, moi, je suis dans un projet là de cheminement de la clientèle à la CNESST et ce qui nous stimule tous, c'est qu'on regarde tous dans la même direction et tous, on est accrochés à la satisfaction du client. Et je pense qu'il n'y a rien de plus valorisant pour un architecte ou un analyste d'affaires que d'être accroché à cette valeur-là qu'on livre. C'est vraiment, c'est notre paye, c'est extrêmement motivant. Ça fait qu'on veut participer, on veut aller chercher la meilleure valeur pour le client, puis tout ça accroché à son besoin. C'est son besoin à lui auquel on répond et pas à celui de la gouvernance ou celui de l'ATI, mais vraiment c'est celui qui va l'utiliser, cette solution-là. C'est là tout l'intérêt, puis la motivation, elle est c'est is in the pudding, tu sais, c'est vraiment, elle est dans vraiment dans le fait de faire le projet en collaboration, comme le disait Héloïse. Le mot collaboration, c'est extrêmement stimulant. Multidisciplinaire, on apprend. Puis je pense que ça s'est révélé dans les autres équipes, les autres gouvernements qui ont utilisé cette démarche-là. Puis ça attire beaucoup de jeunes aussi parce que c'est une toute autre donne. Puis on voit autour de l'écran, là, tu sais, c'est vraiment
une autre façon de livrer des projets. Fait que moi, j'entends beaucoup valeur, la valeur, puis la motivation de livrer de la valeur, Alain. Excellent. Ben, avant de terminer, excuse-moi, Héloïse, faut que tu agites ta main, t'es dans ce sens-là, on te voit moins. J'ai pas le choix, vous m'avez ouvert la porte, j'ai le choix, mais j'ai le goût de passer, ouvrir la porte. Tu sais, s'il y a un moment où c'est plus difficile, là, puis qu'on trouve moins la motivation, là, ben, savez-vous quoi? Quand on parle de l'agilité au niveau émotionnel, là, au niveau individuel, ben, c'est exactement ça. C'est de le saisir, ce moment-là où on se dit « Colin, comment ça me tente pas, là? Comment ça, j'ai plus cette étincelle-là? Qu'est-ce que je retrouve pas dans ma manière d'interagir qui me passionnait autant avant? » Puis c'est là que c'est le moment d'agir puis d'utiliser ce qu'on vit, une expérience pas tant agréable, comme ressort vers l'action pour rendre ça positif, agréable, puis transgresser vers autre chose. Fallait que je le dise, absolument. Bon point, mais à la lumière de ça, quand même, il en reste que pour l'organisation, pour terminer ce panel-là, l'organisation doit, elle aussi, en tirer un certain profit, un certain avantage. Je trouve que la collectivité aussi en tire un avantage. J'aimerais ça faire un tour de table et vous entendre rebondir un peu sur ce sujet-là, comment vous voyez ça. Donc, je commencerai peut-être par Youssef. Bon, moi, je dirais en termes d'avantages, on a parlé par rapport à la collaboration, la co-création. En fait, à cet égard-là, moi, je dirais qu'il y a une réduction des coûts. En fait, en termes de réutilisation des fondations, au lieu de reconstruire tout le temps, mais au moins là-dedans, il y a une réduction de coûts avec la collaboration, la co-création. C'est très... Et aussi, ça amène aussi l'objectif commun. L'équipe travaille sur la même chose. C'est vrai que les coûts, ça interpelle beaucoup de gens. Je donnerais peut-être la parole à Héloïse avant que tu rebondisses trop rapidement. Ben, en fait, moi, je peux pas m'empêcher de me dire qu'on est en route vers un monde meilleur, là, dans le sens où, en tant qu'humain, on essaie de s'améliorer en tout temps. Fait que j'ai espoir que cette démarche-là va nous permettre de rapprocher, de rendre cohérents nos réels besoins personnels, puis de les faire vivre dans le monde professionnel pour rendre ça pour rendre ça le plus agréable possible pour soi et pour les autres. Fait que c'est comme mon rêve en même temps. Mm-hmm. Fait que l'organisation dans son ensemble gagnerait de ce rayonnement-là de partage. Si je comprends bien ce que tu veux dire. Des individus, effectivement. Parfait. Catherine? Je prends un peu du pouce sur ce que Youssef a dit. Réduction des coûts va venir aussi de la réduction des risques. Tout ce qu'on fait en amont, qu'on ramène beaucoup en amont par rapport à ce qu'on faisait habituellement, beaucoup en exécution, ou qu'on simulait, on s'inventait connaisseur du besoin réel de l'utilisateur, ou on se mettait les mains dans le capot de l'auto juste en exécution. Là, on ramène beaucoup de choses avec l'expérimentation, avec le prototypage, avec de la consultation en amont, puis ça réduit vraiment notre risque. Bien, ça réduit aussi le risque d'avoir des dépassements de coûts, mais ça réduit le risque d'avoir des dépassements de délai, ça réduit le risque de livrer une solution qui fait pouet-pouet puis qui n'est pas utilisée autant qu'on l'espérait. Fait que c'est beaucoup aussi, pour une organisation, de réduire son risque. Fait que ça, je pense que c'est un bénéfice important. Puis aussi de livrer plus rapidement. T'sais, avec le PMV en itératif, ben j'attends pas que tout soit parfait, que tout soit prêt. Je livre déjà de la valeur dès que je le peux à ma clientèle, à mes citoyens, à mes entreprises. Donc, ça aussi, ça devrait être un bénéfice super important pour une organisation. Puis, voilà, l'amener à vouloir adhérer. Puis, ce que j'entends aussi quand tu l'abordes de cet objectif-là, c'est aussi le fait de développer quelque chose qui n'est pas utilisé. Il n'y a rien de valorisant. Il n'y a aucune équipe là, qui réussit souvent à se mobiliser autour de quelque chose qui nous a rien amené. Marie-Laure, je vois que tu souhaiterais nous dire quelque chose, mais ça ne sera pas dans ce panel-là aujourd'hui. Donc, Manon, en terminant, quel gain tu vois, toi, de ton côté, comme analyse? Je vais me réessayer. On entend Marie-Laure. Est-ce qu'on m'entend? On t'entend. Cette voix d'outre-tombe. Vas-y, Marie-Laure. Oh.
Pas pour longtemps. Ça Vous fonctionne. m'entendez? Ah. Pour terminer, je ne sais pas si je vais encore me présenter. Donc, vous m'entendez? Ah, ça fonctionne mal. Vous m'entendez? Assez. Il y a beaucoup d'écho. Non, toujours pas. Ça va pas. Marie-Laure, il On manque va des devoir chaudières. couper, Là, c'est mieux Marie-Laure. le son ou pas? Il te manque des chaudières d'Internet dans ton secteur. Là. On va devoir couper. Et là, non. On va terminer avec Manon. Manon, je te laisse J'ai des reprendre problèmes le relais et avec être aujourd'hui. Ouais, et des prendre le relais problèmes, aussi de la vision de l'IBA Région de Québec aussi. Oui, Manon. merci. Merci, Alain. Donc, ben, moi, pour les organisations en général, ce que je vois, c'est beaucoup de cohérence. Il y a beaucoup de cohérence et le rôle, en fait, parce qu'on va tous ramer le bateau dans le même sens, c'est vers le client. Puis ce mur-là qui nous séparait tombe. Et le rôle de l'analyste d'affaires, de l'architecte d'affaires devient de plus en plus critique. Puis, on en a... il y a eu d'autres conférences là, plus tôt qui parlaient là, de tout, en fait, de la popularité, en fait. Puis on va manquer d'analystes, d'architectes sur le marché là, pour mettre tout ça en branle. Mais ça va être aussi très riche pour nous de participer dans des équipes multidisciplinaires. On va devenir des leaders, en fait, d'équipes. Et puis, je crois qu'on va devoir... en fait, c'est une excellente opportunité d'approfondir tout ce que vous nous avez présenté aujourd'hui, de se rapprocher. Il y avait des questions du public là sur tout le lien avec la structure actuelle des livrables, des ODA, comment ça s'intègre. Je pense qu'on va devoir vous interpeller. Comment vous allez nous accompagner, le séquent, dans les organisations. Ça, c'est un beau futur, c'est ce que je dirais. Puis ce n'était qu'une première d'une série là, d'échanges avec le séquent. Fait que pour moi, c'est que du beau qui s'en vient pour cette collaboration-là. Puis on va tous croître en même temps, je crois. Ben, je tiens à vous remercier. Je tiens à remercier Catherine, Héloïse, Manon, Marie-Laure, même si ça a été très silencieuse ou digitalisée, Youssef. Ben, merci beaucoup. Merci à tous les participants d'être venus aujourd'hui écouter ce panel-là et aussi cette présentation-là qui va sûrement avoir là, des répercussions et qui va donner d'autres échanges fructueux pour justement atteindre là, cette cible-là. Donc, Manon, je te cède la parole pour la conclusion. Eh bien, les questions, on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions, puis l'autre session commence dans quelques minutes. Alors, elles seront répondues. Vous pouvez entrer en contact avec Youssef et Catherine. On va, vous allez obtenir une réponse, des réponses. Puis merci à tous, ce fut formidable. Ça a été formidable, toute la préparation pour arriver jusque-là. Et là, je vous donne un rendez-vous là, de l'autre côté à notre atelier de mixologie. Merci énormément. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup de Merci, l'invitation. très apprécié. Merci pour l'organisation.